Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast de la série Darwindos. Aujourd'hui, nous allons voir une discipline qui fait appel à la science de la vie et de la Terre, la paléontologie. Alors déjà, qu'est-ce que la paléontologie ? Et je pense que c'est une question que pas mal de personnes se sont posées après avoir vu notre cher professeur Alan Grant et Ellis Sattler dans Jurassic Park. La paléontologie, c'est une science qui étudie la biologie du passé. Elle se fonde sur la découverte et l'étude des fossiles. Ces fossiles sont les traces de la vie passée. Et on ne parle pas seulement des os de ces bons vieux T-Rex ou des mammouths laineux qui ont reporté notre Terre. Non, en réalité, on parle de l'ensemble des organismes ayant vécu durant le Phanérozoïque. L'éon qui comprend le Paléozoïque, le Mésozoïque et le Cénozoïque. La paléontologie, ensuite, c'est une discipline qui est apparue au XIXe siècle par le français Georges Cuvier, ce qui initia les débuts de la théorie de l'évolution. Quand bien même, l'intérêt que les Homo sapiens portaient aux fossiles peut être daté depuis le Moyen-Âge, considérant les traces du passé comme preuve du déluge biblique selon la thèse diluvienne, voire jusqu'à la préhistoire, comme peuvent témoigner les fragments d'ammonie trouvés dans la grotte des Gorges située dans le Jura. Cette découverte rappelle d'ailleurs fortement les fameux serpents enroulés et puis pétrifiés par la Saint-Hilda à Yorkshire. Comme vous pouvez le comprendre, les fossiles ont eux aussi sculpté nos croyances et façonné nos mythes et nos légendes, comme l'atteste le mythe des cyclopes avec la découverte de crânes de Paléoloxodon. Mais maintenant, une question légitime qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un fossile ? Alors un fossile, c'est le résultat de la minéralisation des restes d'organismes qui ont subi le processus de fossilisation. Il existe une grande variété de fossiles, que ce soit en termes d'espèces, en termes de types, comme par exemple les moulages ou encore les fossiles minéralisés, comme ceux composés de calcite ou de fer, en sachant également qu'il existe une grande diversité au niveau des formes, comprenant des ossements, des coquillages, des empreintes, ainsi que des restes d'animaux ou de plantes préservées dans de l'ambre. Si ce terme d'ailleurs vous évoque quelque chose, il s'agit en réalité de la résine jaune que John Hammond, le milliardaire propriétaire de Jurassic Park, arbore sur sa canne avec un minuscule moustique piégé à tout jamais à l'intérieur. De plus, les fossiles peuvent également prendre la forme de déjections d'animaux, connus sous le nom de coprolites, c'est-à-dire des excréments minéralisés. Il est possible de trouver des fossiles du Cambrien jusqu'au Quaternaire, du fameux trilobite jusqu'à Andrewsarchus, en passant par les dinosaures. Mais comment des animaux, voire des plantes, peuvent devenir des fossiles ? Eh bien tout d'abord, il faut un organisme mort. Et d'ailleurs, tous les organismes, qu'ils soient animal, végétal, fongique, voire même bactérien, bien que ce dernier soit plutôt les traces de leur action physico-chimique, comme les stromatolites témoignant de l'activité photosynthétique, peuvent devenir des fossiles. Une fois l'organisme mort, il faut que ce dernier soit enseveli de façon à ce que les matières organiques ne puissent pas être dégradées par l'environnement. Il faut donc que ce dernier soit sous une couche dont la granulométrie est fine. Suite à ça, l'organisme va subir une étape lente de minéralisation. Seules les parties dures des organismes, les os et certains phanères, composés de calcium et de silice, et pour les arthropodes de chitine, le fameux polymère qui compose la carapace des arthropodes, ont plus de chances d'être mieux conservés. Cependant, les animaux et les plantes à corps mou peuvent tout de même être conservés mais sous la forme d'empreintes. Durant ces étapes, des couches sédimentaires se déposent progressivement par la gravité, et cela pendant des milliers, voire même des millions d'années. De par ce phénomène, le cadavre qui se fossilise va subir de fortes pressions, ce qui va transformer tout ce qui l'entoure en roche. Durant la fossilisation, il peut même se produire une émergence de ces fameux fossiles vers la surface due à l'activité géologique, ce qui rend certains fossiles plus accessibles. Très souvent, ce sont les paléontologues ou les chasseurs de fossiles qui doivent exhumer ces traces du passé, pour ensuite les étudier et les classifier. La paléontologie permet de comprendre et de répondre à la fameuse question « Qu'existait-il avant que l'homme foule la Terre ?» Mais du coup, concrètement, c'est quoi être un paléontologue ? Malheureusement, au risque de vous décevoir, ce n'est pas du tout comme dans les films de Jurassic Park. Il n'est pas possible de rencontrer des dinosaures. Un paléontologue, en réalité, il n'étudie pas que les ossements de dinosaures. Un paléontologue peut être spécialisé selon un groupe d'organismes spécifiques, voire selon une région, une ère géologique, ou encore selon un événement naturel majeur, comme par exemple les extinctions. Il n'est pas possible de rencontrer des dinosaures, comme dit précédemment. Cependant, le travail d'un paléontologue consiste à récupérer les fossiles si précieusement obtenus et à les corréler aux dinosaures ou à toute autre espèce ancienne. Le paléontologue a ainsi comme mission de mettre en lumière les espèces disparues afin de mieux comprendre l'évolution sous un autre aspect, et ainsi participer au développement de l'arbre phylogénétique. Il peut arriver que les paléontologues d'ailleurs corrigent les découvertes de leurs congénères, et que cette correction soit elle aussi corrigée dans le futur. Pour illustrer cela, prenons le cas d'un des dinosaures, l'iguanodon. Nommé pour la première fois par Gideon Mantell, il est l'un des premiers dinosaures à avoir été découvert avec le mégalosaure. Les premières représentations de l'animal en fait montraient que l'iguanodon possédait une corne à l'extrémité de son museau, un peu comme les rhinocéros. Mais en réalité, cette représentation était incorrecte, car la dite corne était en vérité l'un des pouces pointus situés sur l'un des membres antérieurs de l'animal. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté, et on se retrouve dans le prochain épisode de la série Darwindos.